Allez, on va changer d'ambiance et se réchauffer un peu en partant plus au sud, à une trentaine de kilomètres d'Avignon. En ce week-end d'ouverture de la COP28 à Dubaï, nous voulions vous présenter l'un de nos joyaux naturels, la rivière de la Sorgue. Un trésor fragile, sensible aux sécheresses, mais dont les arbres ont aussi créé un microclimat étonnant. David Bordier et Pascal Marcelin. C'est une rivière parmi les plus explorées au monde. Un Éden qui s'étire sur plus de 30 km, au milieu du Vaucluse. Un sanctuaire pour les poissons et les plantes aquatiques. Yannick Guggenheim, biologiste et photographe subaquatique, a grandi sur les bords de la Sorgue. Elle est devenue le personnage de son film, la source de ses photos. Témoin d'un monde invisible. Dès le plus jeune âge, je venais ici soit me baigner, soit aller voir les petites bêtes, ramasser, aller voir sous les cailloux. Vraiment, c'est une rivière qui me tient particulièrement à cœur. Il y a des paysages immergés qui sont absolument extraordinaires et totalement méconnus du public. Et donc, en général, on protège ce que l'on aime et ce que l'on voit. L'homme a passé des heures dans cette eau à 13 degrés, patient pour saisir le mouvement de cette truite. Ou s'approcher au plus près d'un poisson qui vit uniquement dans cette rivière du sud de la France, l'ombre commun. Quand il est sur les galets, et quand on est au-dessus, il y a vraiment un mimétisme, on le voit très peu. On ne l'aperçoit pas, donc on l'aperçoit par son nombre. La Sorgue est riche en larves, insectes, vers, crustacés. Les truites et les ombres ont vraiment une ressource alimentaire très importante et ils vont grossir très rapidement. En canoë, une des rares embarcations autorisées sur la Sorgue, nous suivons Yannick Guggenheim. Nous naviguons sous la cime des arbres, une sorte de canopée qui protège la rivière, notamment de la pollution. On a un peuplier blanc, il y a des aulnes, il y a des saules. Il y a jusqu'à 80 espèces d'arbres qu'on peut trouver au bord des rivières. Nous voyageons entre la terre et l'eau, ce qu'on appelle la ripisylve. La ripisylve a un impact très très positif sur le cours d'eau parce qu'elle apporte de l'ombrage sur la rivière, ce qui fait qu'on a une sorte de microclimat qui limite le réchauffement de l'eau. Plus l'eau est fraîche, plus elle est oxygénée. Et donc une eau très oxygénée va favoriser tous les peuplements, que ce soit végétaux ou animaux, qui se trouvent dans le cours d'eau. Ici, la navigation n'est autorisée que quelques mois dans l'année. Du 15 mai au 15 octobre. Virginie, notre guide, est à la tête d'une des deux entreprises de location de canoë-kayak de la Sorgue. Attention, on baisse un tout petit peu la tête. Voilà. Elles ont divisé par 2 le nombre de sorties pendant la saison touristique. Il y avait beaucoup de monde. Et le but, c'est pas d'avoir beaucoup de monde, en fait. C'est que la rivière reste en bon état et que tout le monde profite, en fait, de ce joyau, quoi. Et la Sorgue, il doit rester quelque chose de joli et d'entretenu, de propre. C'est vraiment important de la protéger, quoi. L'eau de cette rivière, comme ici en amont, à Fontaine de Vaucluse, est régulièrement contrôlée. La couleur limpide. Globalement, ici, on a une eau de très bonne qualité. Pourquoi vous la surveillez autant? Parce que c'est un trésor. Et les trésors, ça se surveille, ça se garde. La rivière Sorgue
forme un vaste réseau de 500 km, avec son partage des eaux, ses canaux, ses bassins, ses différents bras, petits et grands. Là, on est à 300 mètres de la sortie de l'eau de terre. On a défini à peu près le périmètre où une goutte d'eau finit à la fontaine de Vaucluse. Par contre, le mystère reste entier sur la circulation de cette goutte d'eau entre le temps où elle s'infiltre et elle ressort. Tu veux pouvoir comparer, il te faut un point zéro. Nous partons sur les traces de cette goutte d'eau. Un moment où tu dis Elle arrive du Mont Ventoux, du plateau d'Albion, un bassin d'alimentation gigantesque situé au-dessus de nos têtes. Avant de plonger, explorer ce gouffre, il faut progresser, passer à pied, jusqu'à son entrée. c'est une fenêtre ouverte sur la nappe phréatique. C'est un gros réseau étudié, connu depuis quelques années. Membre de notre équipe, Pascal Marcelin, grand reporter et caméraman, a plongé dans ces souterrains en 1993 pour l'émission Ushuaïa. Pascal, tu te souviens des lieux ou pas là? Tu retrouves un peu ce que tu avais vu? Oui, je me souviens, mais elle était un peu plus haute, donc la mise à l'eau était beaucoup plus facile. 30 ans plus tard, il va filmer une opération de maintenance. On va la poser là. Attends. Tu bouges là, c'est bon. À une vingtaine de mètres de profondeur. L'enjeu de cette plongée, c'est de sécuriser la sonde, de la fixer à son support et son boîtier, de façon à ce qu'elle ne bouge plus et qu'elle n'ait plus ces petites vibrations en fonction de la force de l'eau. Cette source, où s'enfoncent nos plongeurs, est la plus importante d'Europe. Un débit annuel de 630 millions de mètres cubes. Presque autant que la consommation en eau potable de la région PACA sur une année. La sonde, sur laquelle travaille Thomas Soulard, mesure la hauteur de l'eau dans le gouffre toutes les 15 minutes. Sa température, en moyenne à 12,7 degrés, et d'éventuelles pollutions. Ces données servent à étudier l'impact du réchauffement climatique. Pour aller plus loin que l'homme, des robots sous-marins comme celui de l'équipe Cousteau ont permis de descendre à 308 mètres dans ce gouffre. Techniquement, il est aujourd'hui impossible d'aller au-delà. Ça a marché. En l'an 2000, au cours d'une plongée, Thomas Soulard et Roland Pastor font une découverte incroyable. Je vois un truc briller, je m'approche, je vois quelque chose de rond. Je le prends, j'enlève le détendeur, je le mets sous la langue. Après, à 6 mètres à l'oxypure, avec Roland, je recrache ce qui était la pièce, que je ne savais pas ce que c'était. On le pose et on regarde ensemble. Et là, grand sourire. Un trésor. Les deux hommes remontent du gouffre 1600 pièces, datant de l'époque romaine. Pour voir une partie de ce trésor, il faut se rendre quelques centaines de mètres plus bas, au musée Pétrarque. Il y a de l'or, de l'argent, du bronze. Il y avait également des bijoux, des clous, enfin tout un tas d'objets. Les gens sont venus jeter des pièces pour, comme actuellement, on le fait par exemple dans la fontaine de Trévis, et bien faire des vœux. Alors à l'époque, on suppose que c'était pour la fécondité. L'eau de la Sorgue, une richesse, une source d'énergie. À Fontaine de Vaucluse, un moulin à papier fonctionne encore grâce à la force de l'eau. C'est le dernier sur cette rivière. Battus par de lourds marteaux armés de pointes d'acier, les chiffons de lin, de coton, de chanvre deviennent de la pâte à papier. Elle a une importance, l'eau, Gérard? Ah oui, quand même. Oui. L'eau, c'est l'outil principal, en fait. Une fois qu'on a obtenu la pâte, c'est quand même quelque chose d'assez assez rigide. Et pour pouvoir faire le moulage, il faut absolument le rendre liquide. Donc l'eau, c'est l'outil essentiel.
Donc dans un premier temps, je dilue tout ça pour que ce soit très très liquide, de manière à pouvoir faire le moulage de la feuille. Et après, je me bats pour l'éliminer. Jusqu'à la fin, quoi, enlever toute cette eau qui me sert à rien, au bout du compte. Une eau de la Sorgue, chargée en calcaire, celui des montagnes. Un conservateur pour ses papiers haut de gamme. Ah, les pétales. Blancs, de couleur, incrustés de fleurs. En plus, on voit encore toutes les petites veinures de la feuille. Presque des œuvres d'art qui pourront résister au temps. Pas mal. 700, 800 ans. Quelques kilomètres plus bas, l'île sur la Sorgue a conservé des dizaines de roues sur ses canaux. Je vous propose de vous amener dans la rue des Roues. Allons-y. Vestige de son passé industriel. C'était le textile. Textile, laine. Laine, soie. Là, c'était à Qui peu près actionne. combien de roues dans cette rue? Aujourd'hui, il en reste que quelques-unes. On a eu jusqu'à 17 roues. Ça tournait. Ça tournait, ça soulevait l'eau, en fait. Puis ça part des systèmes de canaux, la plupart du temps. Ça traversait pour pouvoir aller approvisionner un hôtel particulier, l'hôpital, un jardin, pour avoir l'eau au plus près de soi. Au plus près de l'eau, dans les herbiers, les pescaïrs naviguent comme autrefois les pêcheurs de la Sorgue. Un tableau impressionniste, une toile de Monet. Leur barque à fond plat, le Négochine, est presque silencieux. Les anciens se plaisaient à dire qu'un bateau qui était bien fait, il ne soufflait pas. Ça voulait dire tout simplement que quand il arrivait sur son lieu de pêche, il ne faut pas que le bateau fasse de bruit. Silencieux, pour entendre le chant des fantines, les sirènes. Les herbiers, ça, on appelle ça des cheveux de fantine, parce que c'est des cheveux qui ondulent dans le courant. Et les anciens, ils voyaient des divinités. Pour moi, la Sorgue, c'est pas une rivière, c'est un esprit. Un esprit mais aussi un terrain de jeu. Cette tradition, on en a fait une activité sportive. Donc nous, on appelle ça du bateau cross, c'est les courses de Négochine, on fait le tour de la ville. C'est un peu notre fierté, notre bébé. Bougez-vous les gars, bougez-vous là. Allez. La version moderne du Négochine a même son championnat. À l'île sur la Sorgue, la famille Claire vit depuis des générations au bord de l'eau. Ah oui, il y a les canards. Ah, t'as vu les canards? Peut-être comme un rêve. On a l'impression qu'on s'enfonce dans le paysage et qu'on n'en sort pas, finalement. Voilà. La rivière Sorgue devrait encore briller longtemps dans les yeux de Sophie et de Maëlle.